Voilà, on va pouvoir reprendre. Alors, n'oubliez pas qu'il y aura aussi, il y a tout un temps d'échange prévu dans la deuxième partie d'après-midi pour approfondir vos questions. Alors, je vous propose qu'on poursuive de manière cohérente en orientant notre regard vers l'enfant, après avoir beaucoup parlé du parent aliénant. Mais ça me tenait à cœur qu'on commence par le parent. Alors, les 8 signes d'aliénation parentale décrits par Richard Garner, qui demeure une référence dans la littérature internationale. On verra que il n'est pas nécessaire que ces 8 signes soient réunis pour parler d'aliénation parentale. Mais voilà les 8 signes que l'on peut rencontrer. Le premier, c'est une prise de parti explicite pour un parent et pas pour l'autre, que ce soit par le comportement ou par les propos de l'enfant. Le deuxième, c'est une campagne de rejet, de diffamation, c'est-à-dire que l'enfant est actif, voire proactif, pour dire du mal de l'autre parent. Il y a un côté campagne, voilà. On a connu des situations où si l'enfant ou l'adolescent était orienté en psychothérapie individuelle, il ne pouvait parler de rien d'autre en thérapie individuelle que de tout le mal qu'il pense de l'autre parent. Et si le professionnel essaye de l'amener sur autre chose, l'enfant ou l'adolescent peut s'emporter. Là, je crois que vous comprenez pas. C'est ça. Des rationalisations étranges. Encore plus, peut-être plus chez les enfants que chez les adolescents. C'est-à-dire qu'il va y avoir un décalage, une incohérence entre les motifs de rejet mis en avant par l'enfant et l'intensité du rejet. Pourquoi est-ce que tu ne veux plus jamais voir ton père? Parce qu'il me fait réciter mes poésies. Voilà, oui, ce genre de choses. Ou parce que il y a 10 ans, il m'a mis une fessée. Voilà. Des scénarios empruntés, c'est-à-dire que l'enfant évoque des thèmes, des sujets, ou même des termes dont il paraît assez évident que ça ne vient pas de lui, que c'est des choses qu'il a entendues, qu'il répète, et parfois même qu'il répète sans les comprendre. Je me souviens d'une petite fille qui me disait non mais attendez, Monsieur Dupont, quand vous trouvez ça normal, vous, quand je pense que mon père a fait semblant de confondre la case H7V de la déclaration de revenus avec la case H8V, c'est quand même inadmissible. Moi-même, je sais pas ce que c'est la case H7V. J'attire votre attention sur les 2 signes suivants qui me semblent très discriminants. Le premier, c'est l'absence d'ambivalence normale. On a parlé ce matin de mécanisme de clivage, mais là vous l'avez, c'est-à-dire que normalement, à partir d'un certain âge, tout enfant peut dire, peut relever des choses positives et des choses négatives sur ses parents, sur chacun de ses parents. Voilà, maman, elle est très sévère avec la nourriture, mais alors, qu'est-ce qu'elle lit bien les histoires? Enfin, j'en sais rien. Là, l'enfant a un discours polarisé, c'est-à-dire il ne peut plus rien dire de bien sur un parent qui est entièrement mauvais, et ça va avec. Il ne peut rien dire de mauvais sur l'autre. Pour qu'il y ait un parent parfait, il faut qu'il y ait un parent mauvais. L'absence de culpabilité, c'est-à-dire que vous connaissez sans doute les notions de loyauté familiale, etc. C'est-à-dire
la grande majorité des enfants éprouvent envers leurs parents un sentiment de loyauté un peu confus, qui fait que, pour ceux qui ont travaillé en protection de l'enfance, vous le savez, même un enfant maltraité peut avoir le plus grand mal à dire quoi que ce soit qui va créer du tort à son parent maltraitant. Alors s'il finit parce qu'il est aidé, etc., à faire des déclarations devant un juge, il va le faire en baissant les yeux. Il y a le risque qu'il annule ce qu'il a dit, etc. C'est assez. Il y a un scrupule qui est très difficile à porter quand on dit du mal de son parent. Et bien là, vous avez des enfants qui vous regardent droit dans les yeux, qui sont vindicatifs et qui vous disent ah non mais mon père est un monstre, Monsieur Dupont. Je crois que vous comprenez pas là, Monsieur Dupont. Mon père est un monstre. Je ne veux plus jamais le voir. D'accord, Monsieur Dupont. Là, vous me posez d'autres trucs. Monsieur Dupont. Je veux dire, il y a ce caractère déterminé, sûr de soi, vindicatif dans les yeux, qui d'ailleurs pour des professionnels pas du tout formés et qui ont très peu d'expérience de la protection de l'enfance, etc., peut être interprété comme bon ben voilà un enfant qui fait des déclarations claires. Ah pour le coup là il y a pas photo. Là au moins c'est clair. C'est pour ça que de ce que j'ai souvent entendu que les professionnels étaient grés d'avoir eu des expériences en protection de l'enfance ou les juges aux affaires familiales d'avoir été avant juges des enfants pour réussir à faire justement la différence, puisque quelque part c'est des enfants qui ont un comportement très inhabituel chez les enfants vraiment maltraités. Oui. 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 La question de la participante, c'est est-ce que le sentiment de culpabilité demeure? On parlera peut-être cet après-midi des situations où l'enfant sort de l'aliénation. Malheureusement, un des phénomènes qui arrive, c'est qu'en effet, là, il est submergé par la culpabilité. Et c'est là, je ne voudrais pas dramatiser, mais c'est l'un des motifs de passage à l'acte suicidaire pour les adolescents, les adultes qui sortent de l'aliénation. Le phénomène de sa propre opinion, en mauvaise traduction de l'anglais, ça veut dire que l'enfant ou l'adolescent insiste pour dire que le mal qu'il exprime envers l'autre parent, ça vient bien de lui, hein. Donc ça fait des enfants qui, vous faites un entretien d'1 heure avec eux, ils réussissent à vous dire 8 fois, mais c'est pas ma maman qui m'a dit de le dire, hein. Mais c'est moi qui le dis, hein. Bon, mais quand ça fait 8 fois, finissez par vous poser des questions. Les psychanalystes parleraient de dénégation. Et enfin, on peut observer une extension des hostilités à toute la famille du parent rejeté. Beaucoup de magistrats témoignent du fait qu'il y a de plus en plus d'actions entreprises par les grands-parents, qui n'ont plus accès à leurs petits-enfants, comme des victimes collatérales. Mais ça peut être tout l'entourage. Dans des cas extrêmes, c'est vraiment comme une tache d'huile, c'est par contagion. Tout ce qui concerne, de près ou de loin, le parent rejeté est mauvais. Ça inclut les animaux domestiques, les logements, le village. Je me souviens d'un garçon qui m'expliquait que le village de sa mère le square est horrible, les enfants qui y sont est horrible, les adultes qui y sont horribles. Alors quelque part, ce signe-là, ce qui est intéressant, si on peut dire, c'est que là, en face, les professionnels ou les magistrats, même s'ils ont des doutes sur le parent rejeté, ils vont dire bon là, quand ça commence à être même la boulangère, bon là, il y a peut-être quand même quelque chose qui se passe. Ou alors il y a un microclimat au-dessus de ce village. Alors maintenant, apportons de la nuance. Il est intéressant de rappeler que dès les premières publications de Gardner, il avait introduit 3 niveaux de gravité, dont le premier, on va le voir, peut
d'une certaine manière n'être en rien pathologique, être transitoire. Donc le niveau léger, au niveau 1, l'enfant présente seulement quelques signes, parmi les 8 qu'on vient d'évoquer, et les temps chez l'autre parent se passent finalement assez bien. Et les transitions ne posent pas de soucis importants. C'est-à-dire que l'enfant adhère, en tout ou partie, au grief envers l'autre parent, mais en fait, ça n'entame pas vraiment la relation entre l'enfant et l'autre parent. Et comme je le disais tout à l'heure, veillons à ne pas tout pathologiser. Ce niveau 1, on peut le rencontrer de manière temporaire chez tout enfant qui vit une séparation conflictuelle, douloureuse entre ses parents. Et souvent, ça se résorbe. Et parfois même, je tiens à l'évoquer, mais je ne l'ai pas beaucoup évoqué. Parfois, c'est vraiment l'enfant qui, quelque part, est le premier à émettre des griefs envers son parent. Le parent rejeté. Là, j'ai une situation en tête un père qui a découvert que sa femme le trompait depuis 3 ans. C'est la révélation. Une des adolescentes a rejeté brutalement la mère parce que c'était très choquant ce qu'elle apprenait. En plus, il y avait toute une question d'autel, donc ça évoquait la sexualité. Enfin, ça. Donc, je pense que l'adolescente était complètement choquée. Donc, et puis elle était adolescente aussi, donc elle a rejeté brutalement la mère. Et c'est plutôt quelque part le père qui a embrayé, si vous voulez, qui a, dans sa souffrance, été apaisé d'avoir quelqu'un qui prenait son parti. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai pas assez dit. Tout à l'heure, je me rends compte que il faut toujours faire attention de faire des diagnostics différentiels, surtout à l'adolescence. Tout adolescent peut rejeter un parent à un moment ou à un autre. Et enfin, un diagnostic différentiel psychiatrique, on peut avoir d'autres motifs psychopathologiques, une entrée en schizophrénie, etc., qui fait qu'on développe des croyances paranoïaques envers un parent, sans qu'il y ait en rien une aliénation parentale. Fin de la parenthèse. Niveau modéré, donc là les symptômes sont nombreux, et c'est ça qui me paraît le plus important. Les transferts posent des difficultés, mais après quelques temps, le calme revient. Donc là, c'est autour des transferts, des transitions que se cristallisent les mécanismes, même si une fois que l'enfant est chez l'autre parent, ça peut aller pas si mal. Alors, si vous le voulez bien, je propose qu'on s'arrête un tout petit peu sur le niveau modéré, parce qu'en gros, c'est un peu, on pourrait dire, le carrefour de l'aliénation parentale. C'est-à-dire que c'est là où ça peut s'accélérer, et à l'inverse, c'est là qu'on peut intervenir. Alors que dans l'aliénation sévère, le niveau 3, il est très difficile d'intervenir. On en parlera beaucoup cet après-midi. J'ai eu l'opportunité de voir un document vidéo. Il y a, je sais que Monsieur Poussin, comme ça, a quelques documents vidéo qu'il fait parfois partager. Bon, d'un point de vue pédagogique, c'est très intéressant. Un document vidéo obtenu dans des conditions injustifiables. C'est un père rejeté qui a filmé une transition. Il faut pas le faire, c'était sans l'autorisation de la mère et de sa fille. Mais alors d'un point de vue pédagogique, je dois l'avouer, c'est extrêmement instructif. Pourquoi parfois les parents font ça? C'est parce qu'ils disaient, mais on ne me croira jamais. Il faut le voir pour le croire, et je suis assez d'accord. Et donc voilà la vidéo. Donc le père filme une transition qui se passe, disons, sur un parking. Donc c'est entre deux voitures. Il fait une transition. Donc lui, il arrive en premier. On voit la voiture de la mère qui arrive. Donc aucune interaction entre la mère et le père. La mère ouvre la porte de la fille veut pas sortir, tout ça. Ça prend du temps.
Et en fait, la fille se met en crise. Elle pleure, elle crie, ça prend des proportions extrêmes. On voit donc le père filme comme ça en fait avec son téléphone. On voit des passants s'arrêter, etc. Faut-il intervenir? Il y a des cris stridents. Il fait une première tentative, recule, il attend, il fait une deuxième tentative. Il essaye plusieurs stratégies, la gentillesse, l'humour, la fermeté, puis ensuite un petit peu de fermeté, il sort les cris décuples, tout ça, il prend les affaires, puis à un moment il dit allez maintenant on y va, allez, tiens, là on voit chez la mère aucun accompagnement de la séparation, ce que je vous disais ce matin, mais même pas de revoir à sa fille, hein. Ça c'est rien. Ça doit être traumatisant du bout à la fin, du début à la fin. Fille rentre dans la voiture, dans un état pas possible, le père démarre et il pose le téléphone sur le tableau de bord. Donc c'est comme un plan séquence. Vous avez sans interruption la scène. Et là, franchement, c'est digne du film L'Exorcisme. Donc elle est dans un état pas possible. Et j'aurais pu dire exactement, peut-être une minute de montre. Elle reprend son souffle, etc. Et là, on voit une petite fille. Ouais, tu m'avais dit qu'on jouerait à la Xbox, hein, c'est ça, ok. Je t'ai raconté ou pas que Emma, elle m'a pas invité à son anniversaire. Alors, et maintenant, elle est meilleure copine avec un tel et ce soir, est-ce qu'on mangerait une pizza? Incroyable. Elle a encore toutes les larmes sur les joues, comme ça. Et elle a une attitude complètement différente. Donc là, c'est très révélateur du niveau intermédiaire, c'est-à-dire, comme diraient les psychologues de l'endoctrinement sectaire, on n'est pas encore dans l'emprise, on est encore dans la manipulation. Donc, quand le manipulateur n'est plus là physiquement, ça marche plus. Il faut que les comportements s'adressent encore à un public. Et quand le public n'est plus là, le comportement s'éteint. Et donc c'est en effet un niveau où tout peut s'accélérer, puisque imaginez la mère de l'autre côté. Peut-être pas lucide sur les mécanismes. Elle, ce qu'elle voit, c'est sa fille hurler à la mort en partant chez le père. Il est prévisible qu'une fois chez elle, elle recontacte son avocat, elle ait l'idée d'autres comportements aliénants, de déménagement soudain, voilà. Et donc tout peut s'accélérer, à tel point que, on en parlera sans doute cet après-midi, c'est là que les professionnels devraient mettre le paquet. Si on raté la prévention primaire, c'est là qu'il faut mettre le paquet. Vous savez, il y a des dispositifs qu'on appelle parfois mesures d'accompagnement protégé, où c'est un travailleur social qui fait les transitions. C'est intervenir sur les transitions, puisque ça se passe pas si mal quand l'enfant est chez chaque parent. Et enfin, malheureusement, le niveau sévère, le niveau 3, ce que certains considèrent comme l'aliénation parentale proprement dite, au sens propre, c'est-à-dire tous les signes, quasiment tous les signes sont retrouvés et très intenses, très forts en intensité. Et cette fois, le comportement de l'enfant est tel que les visites sont extrêmement pénibles, ou même impossibles. Et c'est là que les magistrats se trouvent souvent un peu démunis, c'est-à-dire, par exemple, même la rencontre médiatisée, outre qu'elle a l'énorme inconvénient de souligner implicitement que le parent est vraiment dangereux puisqu'on est en rencontre médiatisée, l'enfant peut hurler à la mort pendant tout le temps de la visite médiatisée. Là, ça devient impossible. Alors, les réactions de l'enfant au comportement aliénant du parent. En fait, comment tout ça se met en place, comment tout ça s'emboîte. D'abord, rappeler, on peut dire qu'il y a une part de l'enfant. Il faut que l'enfant soit réceptif au comportement aliénant. Et on pourrait dire,
c'est peut-être une généralité trop grande, mais que la plupart des enfants réussissent tant bien que mal à se préserver des comportements aliénants. C'est-à-dire, ils ont une présence d'esprit. Oui, et maintenant je vais jouer. C'est-à-dire se mettre à l'écart, éviter de se retrouver impliqués. Donc les enfants ne réagissent pas tous de la même manière au comportement aliénant, y compris au sein d'une même fratrie. Au sein d'une même fratrie, vous pouvez voir un enfant complètement aliéné, un autre complètement pas, et l'autre modéré. Et ce qui va souvent se passer dans les fratries, c'est que c'est un enfant qui va aliéner un autre. C'est la chaîne d'aliénation. Donc comme je l'ai dit, certains s'en préservent tant qu'ils peuvent, se tiennent à l'écart des comportements des adultes et maintiennent leur esprit critique. Et c'est là, parfois, il faut le dire, faire un peu d'autocritique, que certains professionnels ont un effet délétère. Alors que l'enfant essaie de se mettre à l'écart, le professionnel pose des questions. Ah, et toi, tu vis ça comment? Et toi, tu veux quoi? Et toi, t'en penses quoi? Ta maman dit que, et toi, t'en penses quoi? Et en fait, on implique. D'autres enfants, en revanche, sont fortement influencés, alors, que ce soit du fait de leur propre fragilité psychologique, ou, peut-être plus fréquemment, par volonté de protéger le parent aliénant qu'ils sentent très en souffrance. Donc là, on pourrait dire que, dans ce cadre, l'aliénation parentale est une forme de parentification. C'est des enfants soignants, on pourrait dire, de leurs parents. C'est complètement contre-intuitif, parfois pour des professionnels, c'est-à-dire que l'enfant prend parti pour le parent le plus fragile. Ces différences peuvent créer des tensions dans une fratrie. Donc là, on a tous les effets collatéraux. Il y a aussi des ruptures de liens de fratrie, des ruptures de liens de fratrie à l'âge adulte, qui sont en fait des effets collatéraux d'aliénation parentale. Certains enfants alimentent activement la campagne de dénigrement menée contre l'autre parent, parfois même avec plus d'énergie que le parent aliénant. Donc là, c'est les enfants proactifs. Mais ils le font toujours avec l'assentiment du parent aliénant. Donc là, on retrouve l'importance, même chez ces enfants très proactifs, des comportements passifs du parent. Alors pourquoi l'enfant est-il sensible au comportement aliénant? Puisque c'est quand même, on pourrait dire, pour prendre du recul, un domaine psychologique quand même assez... C'est une forme de délire à deux. Ça rappelle ce que les psychiatres d'autrefois appelaient le délire à deux. D'abord réévoquer une forme de généralité, mais qui est toujours important de réévoquer. La relation parent-enfant, c'est pas n'importe quelle relation, évidemment. C'est une relation d'attachement, c'est une relation d'extrême dépendance. En gros, disons les choses simplement, pour l'enfant moyen, son parent, c'est le centre du monde. C'est son Dieu, c'est le sol sur lequel il marche, c'est tout. Donc c'est évidemment une relation qui se prête tout particulièrement à l'emprise. Un peu comme la relation amoureuse. Ça c'est de manière générale. Dans certains cas, l'enfant avait préalablement à l'aliénation et même à la séparation une relation plus forte avec le parent aliénant, il était plus proche, ou, et là encore un phénomène contre-intuitif mais relativement fréquent, l'enfant avait une relation plus faible, plus distante avec le parent aliénant. Et en fait, il trouve l'enfant et le parent trouvent dans l'aliénation une proximité à laquelle l'un et l'autre pouvaient aspirer. Je me souviens d'une mère aliénante dont c'était la principale motivation. Mes filles étaient tellement proches de leur père avant, et moi, du fait de mes carences affectives, je sais pas jouer avec elles, je sais pas. Ah ben voilà, dans la coalition contre le père, j'ai trouvé une manière de me rapprocher de mes filles. L'enfant, dans certains cas, avait préalablement
ça c'est la part de l'enfant, eh bien des réticences à côtoyer le futur parent rejeté. Par exemple, tout simplement, l'enfant n'apprécie pas le nouveau partenaire du parent rejeté, ou la recomposition familiale que ça a entraîné. Ou alors le parent rejeté est plus sévère, etc. Autant de points qui sont authentiques, c'est-à-dire que l'enfant vraiment réagit mal à tel aspect du parent ou de la vie du parent, puis le parent aliénant va les utiliser. Et donc dans certains cas, c'est le cas de l'adolescente dont je vous parlais avant, l'enfant voulait lui-même aux parents rejetés. Par exemple, d'avoir initié la séparation, de s'être remis en couple, etc. Donc ça, c'est des ressentis qui appartiennent à l'enfant et qui vont être du matériau pour l'aliénation parentale. C'est pour ça que les professionnels ont souvent du mal à s'y retrouver, parce qu'il y a des éléments qui viennent vraiment de l'enfant. Mais là encore, est-ce que ça, parce que j'aime pas la nouvelle compagne de mon père, est-ce que ça justifie que je ne vois plus jamais mon père? Je l'ai évoqué, l'enfant est sensible à la souffrance du parent et a le sentiment que le parent aliénant a plus besoin de lui que le parent rejeté. Donc ça, c'est vraiment la parentification. Et n'oublions pas, comme il y a cette surreprésentation des troubles de la personnalité chez le parent aliénant, c'est des enfants qui ont déjà appris à s'adapter aux parents, à apaiser sa dysrégulation émotionnelle, à lui dire ce qu'il veut entendre, etc., pour qu'il soit bien. L'enfant, bien sûr, peut avoir peur du parent aliénant ou être fasciné par sa conviction quasi délirante. Donc là, on pourrait parler de syndrome de Stockholm. C'est un peu l'équivalent du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire adhérer à son ravisseur, quoi. Phénomène de suggestion. L'enfant peut craindre d'être rejeté par le parent aliénant alors qu'il sent que l'amour du parent rejeté est garanti. Là encore, voilà un phénomène contre-intuitif. Je ne veux pas faire de généralité, mais parfois, le parent rejeté, souvent, est plus névrosé, est plus mesuré, est plus moyen, est plus empathique, est plus adaptable que le parent aliénant. Mais, paradoxalement, c'est plutôt l'enfant va plutôt prendre parti pour le parent aliénant, qui est instable, en tout ou rien, en clivage, en attraction-rejet, parce que pour lui, il faut bosser pour maintenir le lien. Alors que le parent rejeté, il me réaccueillera toujours. Oui, vous voyez le mécanisme? L'enfant est lui-même particulièrement fragile, insécure ou influençable. Si on a un enfant qui souffre de troubles de l'attachement insécure, il peut être particulièrement sensible à ce type de mécanisme. La distorsion des ressentis de l'enfant. Dans l'interaction entre le parent aliénant et l'enfant aliéné, le parent aliénant, donc voilà des interactions quotidiennes. Le parent aliénant peut entraîner l'enfant à percevoir l'autre parent comme une menace. Donc là, on retrouve les mécanismes que les psychologues du développement appellent la référence sociale. Bon, c'est pas très explicite. C'est quoi la référence sociale? C'est le fait que très très tôt dans le développement de l'enfant, déjà vers 10 mois, 1 an, on sait que l'enfant est très sensible au langage non verbal du parent pour savoir si ce qu'il touche, ce qu'il fait, où il va, est-ce que c'est dangereux ou pas. Oui, c'est dans le lien d'attachement enfant-parent, la communication non verbale se met en place bien avant la communication verbale,
Et là, on est dans le cœur de la relation, la relation d'attachement comme relation de survie. Et donc, il est indispensable que tout enfant développe avec son parent cette communication non verbale, parfois presque imperceptible pour un observateur extérieur, qu'un petit enfant d'1 an, de 2 ans, quand il est à un endroit qu'il connaît pas, avant d'ouvrir une porte, avant de toucher un objet, il regarde son parent et dans des micro-détails de mouvements de sourcils, l'enfant identifie dangereux, pas dangereux, je peux y aller, je peux pas y aller, etc. Eh bien, les mêmes mécanismes peuvent s'activer dans l'aliénation parentale. Il y a des parents qui aliènent leur enfant uniquement avec leurs sourcils. Ok, voilà. Le ton de la voix. Et donc ça c'est très subtil parce que c'est même pas, c'est ça que je voudrais dire, c'est même, du coup ça passe même pas par la conscience chez l'enfant. C'est ce qui va expliquer que l'enfant va avoir l'impression que ça vient de lui. Ce que je me fais comprendre, parce que tout ça est implicite. C'est-à-dire que, je veux dire, voilà, micro-parenthèse sur la psychologie du petit enfant. Un petit enfant tombe, se fait mal. Bon, ça va pas, il a la réaction normale d'un enfant. S'il voit que dans le regard du parent, même si le parent essaie de garder son sang-froid, il voit dans le regard du parent que la plaie qu'il a, elle est grave, en fait. Là, il va être dans un état pas possible. Ça va amplifier sa peur, etc. Et ben là, c'est la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la peur de l'enfant qui est amplifiée. C'est ça que je veux dire. Souvent, les enfants vont finir par, à force de ces mécanismes, faire de mauvaises attributions de leur propre souffrance. C'est-à-dire que si les conditions de l'aliénation parentale sont réunies, c'est-à-dire que l'enfant a eu un lien d'attachement avec l'autre parent, et que le lien est en train de se déliter, c'est horrible pour l'enfant. Les week-ends sont instables, le parent aliénant arrive à en annuler 2 sur 3, l'enfant voit son parent de manière erratique, tous les mois et demi. 1 mois et demi pour un enfant petit, c'est l'équivalent d'1 an pour nous. Ce qui fait que quand il voit le parent, sa souffrance s'active. Qu'est-ce que c'est dur de voir ma maman, de voir mon papa, alors que j'ai plus de lien avec, que je pense beaucoup de choses très dures sur elle, que je me dis que je veux plus jamais la voir. Le conflit est à son maximum quand je vois l'enfant. Alors, quand je vois mon parent, pardon. Mais quelle va être la mauvaise attribution? En fait, quand je suis avec maman, je me sens mal. Je sais pas si je me fais comprendre. Alors quelque part, je me sens mal pour une bonne raison. Parce que la situation est compliquée, puis après on va se séparer, puis etc. Ces mécanismes de mauvaise attribution vont nourrir le signe de ce qu'on appelait avant la propre opinion. C'est-à-dire l'enfant va insister pour dire mais c'est moi qui ressens ça. Je suis pas bien quand je suis chez maman, quand je suis chez papa. Et là, face à ça, les professionnels vont dire les émotions, ça se commande pas. Quelque chose qui fait un lien direct avec la radicalisation idéologique ou religieuse ou l'endoctrinement sectaire, le phénomène du discours clos. Donc c'est quoi le discours clos? C'est un discours qui est inaccessible à la contradiction. C'est-à-dire que tous les éléments, c'est comme chez les complotistes, tous les éléments sont attrapés dans le discours clos. C'est-à-dire que tout fait comme le contraire vont valider la croyance. Donc le parent aliénant et l'enfant adhèrent avec certitude à une vision de l'autre parent qui est sans nuance et développe un discours clos imperméable à la contradiction. C'est-à-dire que, en fait, toute information, au contraire, est interprétée de manière à renforcer la croyance centrale. Maman est mauvaise, papa est mauvais.
Donc l'exemple le plus récurrent, où le parent rejeté à tort quoi qu'il fasse, par exemple, si le parent insiste pour voir l'enfant, c'est du harcèlement, c'est de l'emprise. On voit bien que là on a un parent qui ne respecte pas la psychologie de son enfant. Et si le parent renonce à le voir, eh bien il est négligent. Oui, quoi qu'il fasse, il aura tort. Comme avec les personnes complotistes ou radicalisées, toute tentative pour interroger la cohérence de la croyance, attends quand même, juste parce que il te fait réciter la poésie, ont généralement pour conséquence de renforcer l'aliénation. C'est pour ça qu'il faut se comporter comme avec les radicalisés. Faut pas commencer à contre-argumenter. Erreur qu'on peut facilement faire. Et notamment les parents rejetés. La question de la transgression des règles et les lois. Il est fréquent que le parent aliénant encourage, soit de manière explicite, soit de manière implicite, l'enfant à transgresser des interdits, à mentir, à dissimuler, à faire de faux témoignages, à ne pas respecter les règles posées par l'autre parent, mais pas seulement, aussi les règles posées par une institution, l'école par exemple, ou par un autre adulte, un juge, un éducateur, un soignant. Donc, dans ce cas, le parent légitime la transgression. Il est légitime de ne pas respecter les règles de ton établissement scolaire, de ne pas respecter le jugement posé par le magistrat, etc. Et même y compris les lois fondamentales de la société. S'en prendre au bien d'autrui, être violent, etc. Donc là, c'est vraiment un point commun entre certains parents aliénants et des gourous de sectes. C'est-à-dire que nous sommes en dehors de la société. Ou plus explicitement, je suis au-dessus des références symboliques des lois. Je suis celui ou celle qui fait les lois pour toi. Et donc là, on peut vraiment parler d'aliénation sociale au sens de désocialisation. On peut dire que le parent marginalise l'enfant, comme les parents qui font entrer les enfants dans leur enfant dans des sectes. Une slide sur la combinaison entre radicalisation idéologique et aliénation parentale, comme l'a un peu évoqué Guillaume Cordillon en introduction. Donc en effet, même si on pourrait dire c'est un cas particulier de l'aliénation parentale, en effet les deux types de mécanismes peuvent être liés. On pourrait dire ne serait-ce que parce que la psychologie des parents aliénants les rend très disposés à des radicalisations en tout genre. Le complotisme, radicalisation religieuse, tout, rien, rejeter ceux qui pensent pas comme moi, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi, etc. Donc parfois les deux domaines, la radicalisation du parent dans un domaine et l'aliénation parentale sont complètement liés, imbriqués. C'est-à-dire l'autre parent est rejeté sur la base de motifs idéologiques ou religieux. Ta mère est une mécréante, ton père s'est vacciné, donc on ne veut plus rien avoir à faire avec lui, etc. En simplifiant un peu, dans les situations qu'on a connues à Virage, dans l'article du journal des psychologues, on a présenté deux chaînes possibles de causalité. Dans un cas, c'est plutôt la radicalisation qui entraîne l'aliénation. C'est-à-dire le parent a déjà développé une radicalisation idéologique ou religieuse ou sectaire et il transmet l'emprise dont il est lui-même victime
à son enfant et l'amène à rejeter l'autre parent parce qu'il n'adhère pas au mouvement idéologique ou religieux ou parce qu'il n'y adhère plus. Il y a notamment des aliénations parentales qui se déclenchent lorsque l'un des parents quitte le mouvement idéologique ou sectaire et que l'autre parent, pour garder l'enfant, aliène son enfant. Autre chaîne de causalité, l'aliénation entraîne la radicalisation. C'est la souffrance de la séparation et l'aliénation parentale qui sont premières. Et ensuite, à partir de traits de l'autre parent, bon, en fait, l'autre parent, il faut quand même bien le dire, n'a jamais été un bon croyant, ou tu sais, mon fils, faut jamais faire confiance aux femmes, tu vois, faut jamais, mon fils, etc., etc. Et d'ailleurs, on va prendre un avocat homme, et j'espère qu'on aura un magistrat homme, voilà. Ou alors, sur la base de l'origine de l'autre parent, tu vois, les franche-comtois, on peut pas leur faire confiance. Voilà. Et ce qu'on pourrait dire, bon, je veux pas trop développer sur le lien entre radicalisation religieuse ou idéologique et aliénation parentale, mais on pourrait dire, si on regarde par exemple l'endoctrinement sectaire, quelque part ça fonctionne comme de l'aliénation parentale. Et d'ailleurs souvent les recruteurs se présentent comme un nouveau parent pour l'enfant, comme une nouvelle famille, et amènent à rejeter les parents naturels ou les parents légaux. Et enfin, donc ce sont finalement différents types d'emprises qui peuvent se succéder dans le temps. On a connu beaucoup de situations à virage où un jeune radicalisé, on pourrait dire par lui-même, pas du tout par un parent, radicalisé par lui-même, en fait, était sorti d'une autre aliénation qui était une aliénation parentale ou une emprise familiale, et pour s'en sortir, il a adhéré à une autre forme d'emprise. On passe d'une emprise à l'autre. C'est malheureusement quelque chose de récurrent. Quand on a connu une fois l'emprise, on est à risque de la connaître dans d'autres contextes, de retomber dans un autre type d'aliénation. Virage s'occupe d'idées radicales et de violence. Évoquons, même si c'est pas du tout une généralité dans l'aliénation parentale, les externalités violentes, la violence verbale, psychologique et physique. Un enfant, excusez-moi, il y a une erreur, c'est pas un enfant rejeté, mais un enfant aliéné, peut se montrer cruel envers le parent rejeté. D'ailleurs, cette cruauté peut être extrêmement impressionnante, avant tout pour le parent rejeté, mais même pour l'entourage. L'insulter, mais aussi s'en prendre à ses affaires ou à ses proches, le frapper, ne pas respecter son autorité, fuguer, se mettre en danger. On a connu des enfants ou des adolescents qui se blessaient eux-mêmes pour pouvoir alléguer de violence du parent rejeté. Dans certains cas, le parent aliénant légitime la violence psychologique ou verbale de l'enfant. Vous vous souvenez tout à l'heure du parent qui est à côté de l'enfant qui parle de sa mère comme d'une salope. Légitimer la violence psychologique ou verbale. Donc le rabaisser, l'humilier, l'insulter, le provoquer pour le pousser à la faute. Ça, très récurrent. C'est vrai. Pousser le parent rejeté à faire quelque chose qui pourrait se retourner contre lui, ou le pousser à l'abandon. Abandonner l'histoire. Dans certains cas, on a de vrais passages à l'acte violent, encouragé par le parent aliénant, encouragé à fuguer, encouragé à appeler la police en cachette depuis le domicile du parent rejeté, à cacher un téléphone secret, etc.
Ou même le parent aliénant peut légitimer la violence physique. Donc là, encourager l'enfant à casser des objets, à frapper l'autre parent. On a connu une situation où un père aliénant avait demandé à son fils de le prévenir quand la mère serait pas au domicile, de son domicile. Et donc le père est venu et ensemble, ils ont détruit l'appartement, père et fils. De manière plus fréquente, on s'en prend à des pneus de voiture ou à des carrosseries de voitures. Ou à souvent c'est plutôt de la violence symbolique, c'est-à-dire déchirer devant le parent des objets qui ont été offerts par le parent, des photos, etc. Il arrive que le parent aliénant se montre lui-même violent et entraîne l'enfant dans sa violence. C'est le cas que je viens d'évoquer. Et dans des cas extrêmes, heureusement rares, le parent aliénant, surtout quand il est vraiment acculé, ça commence à se refermer autour de lui, là, il est possible. Il y a de moins en moins de professionnels qui adhèrent, peut se suicider. Et après avoir tué son enfant. Une mère, bon, qui avait des vrais troubles psychologiques, me l'avait dit explicitement: je préfère qu'il meure plutôt qu'il ne revoie son père. Bon, là, explicite. Une question difficile. Le parent rejeté contribue-t-il au phénomène d'aliénation parentale? Donc, on a déjà vu que l'aliénation parentale entre le parent aliénant et l'enfant aliéné était plutôt un mécanisme circulaire au sein duquel les deux participent. Et la question c'est, est-ce que d'un point de vue systémique, pour moi qui fais de la thérapie familiale, est-ce que le parent rejeté aussi contribue à ce système? Alors, il faut tout de suite dire que selon les études, les comportements du parent rejeté peuvent avoir un rôle, mais vraiment un rôle marginal dans les mécanismes d'aliénation parentale. Pourquoi? Pour la raison aussi que j'ai dit, de toute façon, quoi qu'il fasse, ou qu'il ne fasse pas, ou le contraire, de toute façon, ça aggravera la situation. Donc du coup, comment le responsabiliser? C'est pour ça que il est tellement faux, on pourrait dire, de rabattre l'aliénation parentale sur le conflit loyauté. Maître Fivez, qui prendra peut-être la parole cet après-midi, nous disait, mais dans beaucoup de situations, on finit par en parler pour ne froisser personne comme d'un conflit loyauté. Et ça permet comme ça, finalement tout le monde est un peu responsable de la situation, ce qui bien sûr souvent faux. Le parent rejeté peut néanmoins faciliter la mise en place de l'aliénation parentale. Par exemple, en faisant une erreur fréquente, c'est de se montrer trop conciliant au début et en n'activant pas assez vite des dispositifs. Fausse croyance d'une partie des parents. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire à l'amiable. On va faire les choses tranquillement. Je vois bien que l'autre parent est dysrégulé. On va temporiser. Je vais pas insister. Je vais attendre que ça se calme. Sauf que dans certains cas, ça se calmera jamais. Et que tout ce temps est plutôt propice à l'installation de l'aliénation. Le parent rejeté peut avoir des comportements qui accélèrent l'aliénation. Par exemple, en voulant à l'enfant. C'est-à-dire, le parent est au courant de ce que l'enfant dit, à qui veut bien l'entendre, etc. Et réagit par la rancœur, etc. Du coup, les moments partagés sont plutôt négatifs. Ça se passe mal, il y a de moins en moins de moments positifs, etc. On parlera beaucoup de l'accompagnement des parents rejetés cet après-midi, mais l'une des recommandations qui est faite et qui est contre-intuitive, c'est tant que possible, quand vous êtes avec votre enfant, comportez-vous normalement, comme s'il n'y avait pas d'aliénation.
comme s'il n'y avait pas tout ce à quoi vous êtes au courant. Et quand l'enfant vous en parle, essayez de changer de sujet et de revenir sur ce qui fait votre lien de manière positive. Pire, l'enfant, le parent aliénant peut se mettre en colère contre l'enfant, se défendre, et là, très délétère, contre-argumenter. Mais comment t'as pu dire ça? Mais tu sais bien que c'est faux, mais comment j'ai jamais fait ça, comment, etc., etc., etc. Mais en effet, c'est ça le problème du parent aliénant, c'est il souffre tellement, et en fait, il faudrait qu'il inhibe l'expression de cette souffrance envers la personne concernée. Pas simple. C'est pour ça qu'il y a besoin d'être accompagné. Il faut surtout pas être isolé. Il faut s'entourer de ses amis, de ses proches, de professionnels. L'entourage du parent rejeté, sa famille, ses amis, son nouveau conjoint, les professionnels, peuvent jouer un rôle délétère en ne soutenant pas suffisamment le parent rejeté, en ne prenant pas à la mesure de la gravité de ce qui est en train de se passer, ou, très fréquent malheureusement, en lui donnant de mauvais conseils. Combien de fois ai-je entendu des parents rejetés dire « Mais mon médecin généraliste ou ma sœur m'a dit, tu sais, sois patient, ne l'appelle plus, ne donne plus de nouvelles, tu sais, il finira par revenir. » Voilà, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Pour terminer, quelques éléments sur l'épidémiologie, sur et d'études longitudinales, sur les conséquences à court et à long terme de l'aliénation parentale. On a désormais, notamment dans le monde anglo-saxon, suffisamment d'études longitudinales pour connaître un peu les parcours de ces enfants. Et on va voir que l'aliénation parentale a des effets très importants sur le bien-être et la psychologie et la socialisation de l'enfant à long terme, ce qui justifie, ils ont maintenant fait le pas, notamment en Amérique du Nord, de parler de l'aliénation parentale avant tout comme d'une maltraitance psychologique à l'enfant. Et quelque part, c'est ça le saut épistémologique qu'il faut faire. Il faut justement sortir. L'aliénation parentale, c'est pas une forme parmi d'autres de conflit entre parents séparés. Si on est dans un autre monde, on est dans le monde de la maltraitance sur enfant. Et tant qu'on n'a pas fait ce saut-là, on sera toujours tenté de dire, bon, c'est des problèmes entre les parents, bon, l'enfant ne voit plus l'un de ses parents, bon. Y a parfois des travailleurs sociaux, des magistrats qui disent, bon, l'enfant ne voit plus son père, il est plus que chez sa mère. Sa mère, elle lui donne 3 repas par jour, ça va, il a ce qu'il faut, vêtements, le frigo est plein. Bon, c'est de ne pas voir ça comme une maltraitance. Bon, alors ces professionnels vont dire, je suis bien désolé pour les parents rejetés. Mais bon, c'est un adulte, mais l'enfant, lui, ça va à peu près, bon. Il y a une phrase du rapport de 2023 de la Civis qui me paraît très significative. Une phrase qui dit, il faut choisir, est-ce qu'on protège les parents ou l'enfant? Au sujet de l'aliénation parentale. C'est ne pas comprendre que ça soit de l'abus sexuel ou de l'aliénation parentale, c'est de la maltraitance à enfant. Dans les deux cas, c'est de la maltraitance à enfant. Donc il n'y a pas à choisir. Il faut choisir entre l'enfant et l'enfant. Voilà. Alors que disent les études sur ces conséquences à long terme? Donc l'aliénation parentale augmente la probabilité que l'enfant rencontre des difficultés dans des domaines en fait très variés. Surreprésentation des troubles anxieux et dépressifs,
faible estime de soi, dysrégulation émotionnelle. Donc là, on parle d'ados, d'adultes, 5 ans, 10 ans, 15 ans après. Hein. Donc même d'adultes qui ne vivent plus avec le parent aliénant. Dysrégulation émotionnelle, mauvaise gestion du stress, difficultés scolaires, et donc difficultés professionnelles, insertion dans l'emploi, etc. Vous vous souvenez qu'on parlait d'aliénation sociale, hein. C'est-à-dire que ça entame aussi la socialisation de l'enfant. Perturbation du sentiment d'identité. Quand une partie de son enfance a été amputée et le lien avec l'un de ses parents, c'est l'identité narrative de l'enfant qui est affectée. Et son rapport aux origines. Rappelons-nous toujours que l'identité, c'est avant tout d'où je viens. D'un point de vue clinique et médical, des stress chroniques, des conséquences somatiques, maux de tête, problèmes de sommeil, problèmes digestifs, et même fragilisation du système immunitaire. C'est lié au stress chronique. Des conséquences du point de vue relationnel, des difficultés à nouer des liens intimes, amicaux, amoureux, conjugaux, hein, avec tous ces mécanismes intériorisés de tout ou rien, t'es avec moi, t'es contre moi, etc. Des problèmes relationnels avec les pairs, donc ça c'est dès l'école, le collège, lycée, et une surreprésentation de la violence. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans les deux sens. C'est en tant qu'auteur ou victime. Donc ce sont des enfants qui sont surreprésentés comme victimes ou auteurs de violence. Et j'ai pas évoqué la conséquence ultime, c'est la surreprésentation d'idées suicidaires et de passage à l'acte suicidaire. C'est parfois une manière de se sortir de l'aliénation parentale, c'est de se suicider. Si l'enfant est encore en contact avec le conflit de loyauté, ou se désaliène, mais en fait, il va se rendre compte qu'il a plus de solution. Rappelons-nous que pour l'enfant, c'est ça le conflit de loyauté. Hein. Quoi que je fasse, j'ai tort, je fais du mal. Une manière de sortir du jeu, c'est de se suicider. On a aussi le cas très en aval de jeunes adultes. C'est une fois qu'ils sont adultes, qu'ils ont pris de la distance, qu'ils deviennent eux-mêmes parents, ou parce qu'ils ont vu le parent aliénant refaire tous les mêmes mécanismes suite à une autre rupture conjugale. Ils ont tout revécu en direct. Il y a eu un nouveau compagnon, et après la séparation, toute l'histoire a été réécrite, et est devenue entièrement mauvaise, tout ça, donc je finis par relire ce que j'ai vécu avant. Mais maintenant, je sens que c'est impossible. Il y a un côté, comment s'appelle ce film, le Truman Show. Il y a un côté d'un coup vous réalisez que vous étiez dans une vie factice, quoi, en fait, hein. Que non seulement le parent rejeté n'était pas qui vous pensiez qu'il était, mais que le parent avec lequel vous avez vécu n'est pas personne que vous croyez. Et donc là, on retrouve le même mécanisme qu'en sortie de secte. Le risque accru de suicide, puisque là j'ai plus aucun repère, le monde n'a plus de sens. Les effets sur le parent rejeté, ça va évidemment sans dire que c'est une souffrance indicible pour un parent d'être rejeté par son propre enfant. Bien sûr, angoisse de séparation, sentiment de perte ambiguë. Le sentiment de perte ambiguë, c'est quand mon enfant est physiquement là, mais n'est plus psychologiquement là. Je l'ai encore un week-end sur 2, mais je peux plus me connecter à lui. Il me regarde avec un regard que je lui connaissais pas, j'ai l'impression qu'il est envoûté, et pourtant il est là. Et parfois, je le prends dans mes bras et il est
tout froid, tout dur. Je perds sans perdre. C'est horrible. C'est horrible. Certains parents qui n'ont pas vu leurs enfants depuis longtemps témoignent de quelque chose de terrorisant. C'est qu'ils se rendent compte que se mettent en place des mécanismes de deuil. Et certains le reconnaissent s'ils ont déjà vécu un deuil. C'est là, j'ai pas vu mes enfants depuis 6 mois, depuis 1 an, puis je sens qu'il y a une forme d'apaisement de la souffrance, j'y pense moins. Et tout d'un coup, je trouve ça horrible d'y penser moins parce que mes enfants sont là. Enfin, il passe comme ça, parfois d'une minute à l'autre. Je suis au travail et ça va pas si mal. Ah, mais qu'est-ce que je fais au travail? Je devrais m'enchaîner au tribunal. Oui, c'est anxiété, dépression, tourbillon émotionnel, c'est passé au cours de la même journée extrême colère, culpabilité insondable, tristesse, sentiment d'impuissance, colère, sentiment d'isolement. Beaucoup témoignent du fait que ce qu'ils vivent, personne n'a l'air de vraiment le comprendre. Autour d'eux, parfois pas même leurs amis. Sans parler du fait que beaucoup de parents rejetés témoignent de quelque chose de terrifiant, c'est que lorsqu'ils parlent de leur situation à des gens, à des professionnels, il y avait une mère qui me l'avait mimé, elle me dit, le regard, c'est ça. Oui. Il n'y a pas quelque chose à vous reprocher, par hasard? Parce que dans la tête du névrosé moyen, c'est tellement dingue comme mécanisme qu'on essaie de le ramener vers quelque chose de plus compréhensible. Bon, cette mère, elle a dû quand même faire quelque chose. Hein. Donc, ça fait des parents qui vivent quelque chose d'horrible et qui ne reçoivent pas l'empathie ou la compassion dont ils auraient besoin. Ils expriment souvent beaucoup de peur, beaucoup de scrupules, des craintes à aggraver la situation. Donc ça va faire par exemple des parents qui vont finalement être peu actifs au niveau des procédures, qui vont parfois calmer leur avocat. Finalement on annule. Non, demandez pas. Qui vont demander le minimum du minimum du minimum pour surtout ne rien activer, parce qu'ils ont vécu que quand ils font quelque chose, ça aggrave la situation. Donc là, il y a des effets d'inhibition et de freinage des dispositifs qui pourraient pourtant être utiles, mais là auxquels participe le parent rejeté. Pour toutes ces raisons, hein, l'isolement, l'inhibition, il est vraiment très important que les parents rejetés puissent soit rencontrer des professionnels qui connaissent bien l'aliénation parentale, donc se sentir compris, les rassurer, on va faire ça, vous inquiétez pas, faut faire ça, puis ça, rejoindre des associations comme la CALPA, on en parlera cet après-midi, d'autres parents qui connaissent ou qui ont connu la même chose pour se sentir moins seuls. Et enfin, l'effet évidemment le plus tragique, des idées suicidaires, passage à l'acte suicidaire. La vie n'a plus de sens sans mes enfants. Vous verrez cet après-midi la force de vie de Olga Odinets. Et quand les parents adhèrent à son association, l'une des clauses c'est le suicide, ça c'est pas autorisé. Hein. D'accord, ça c'est inacceptable. Donc si vous adhérez, vous restez en vie avec nous.